Et hop, ça y est, nous sommes en live, en direct sur Twitch pour un nouveau coup critique, le sixième coup critique live, toujours en compagnie de Clément. Clément, comment ça va ce lundi 15 décembre 2025? Bonjour à tous, même bonsoir, hein, s'il y en a qui sont en direct. Ça va comme un lundi. Comme un Comme lundi. un lundi, pas assez reposé, le travail qui vient taper sur le coin du nez, en mode, allez, oublie pas que t'as encore 4 jours. Eh Et ouais, voilà, c'est ça va, ça, c'est ça les ça va. lundis, c'est ça les lundis. Et on est là pour essayer de se rajouter Ouais. un petit peu de fun, pour essayer de parler un petit peu de cinéma, de séries télé, un peu comme d'habitude. Mais avant de se lancer, Clément, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tout Ah, fonctionne sur oui. le live? Est-ce qu'il n'y a pas de doublon? Est-ce qu'on nous entend clairement tous les deux? Ou est-ce que c'est la merde? Euh, Parce que ça, on ne sait jamais trop comment ça se passe. Tu ne Bah captes écoute, rien de je crois mauvais? que tout marche. Ouais, Tout tout marche? marche. Eh ben, Ouais. écoute, c'est fantastique. Parce que aujourd'hui, on a un programme qui est assez chargé, parce que comme vous l'avez compris, en fait, là, on fait ça littéralement tous les 3 mois. Donc, il y a beaucoup de trucs à rattraper. On va aller un petit peu vite. Et puis, si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à communiquer avec nous ce que vous pensez des différentes œuvres qu'on va analyser. Et si vous êtes en replay sur YouTube, n'hésitez pas à commenter aussi pour dire si vous avez aimé certains films ou détesté certains films. Et on en discutera par la suite, hein, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, par manque de temps, par flemme aussi, il faut bien l'avouer, il n'y aura pas de bande-annonce. J'en suis absolument Ah, navré. Je n'ai que des images parce que j'étais en vacances pendant une semaine avant et aujourd'hui j'ai eu un peu la flemme de faire les bandes-annonces parce que j'avais en plus un épisode à monter, qui est chose qui est faite à l'instant pile avant qu'on commence le live. Donc il y aura les images photos. Là ici vous pouvez voir c'est très ce très bien. cher Pio Marmaille qui est juste ici. Pio Marmaille qui joue dans une série Netflix. Et là vous vous dites what, une série Netflix, un acteur français, mais qu'est-ce que c'est donc que ceci? Et oui, on va commencer tout de suite en ouvrant le bal en parlant de la série Nero. Alors, Nero, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, hop, on va se mettre du flou artistique, parce que je me rends compte que je n'ai pas de flou derrière moi. Donc, Divev, avant que nous soyons interrompus par mon ordinateur. Nero, alors Nero c'est une série télévisée française qui a été créée par Jean-Patrick Bénès, Alain Maudoui, Martine Douer et Nicolas Dijard, d'après un scénario de Jean-Patrick Bénet. Et en gros, c'est de la renaissance fantasy. Je mets plein de gros guillemets parce que ça se veut être une série historique, parce qu'il y a un écran de titre au début où il y a marqué en gros dans le sud de la France au début du XVIe siècle. Le chaos, blablabla, blablabla. Et en fait, très rapidement, tu te rends compte qu'il n'y a pas de nom de ville française, que ça n'a rien à voir avec la France, et que juste assumez les gars que vous voulez faire de la fantasy, parce que c'est pas grave de faire de la fantasy, c'est même plutôt chouettos d'en faire. Et ça manque même en France, d'ailleurs, Et la ça fantasy. manque même en France, d'autant plus que Nero n'est pas une mauvaise série de fantastique, au contraire, bien au contraire, parce que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt chouettos, puisque ça raconte l'histoire de Nero, qui est un assassin au service d'un grand, on va dire, doge d'une ville du sud de la France, encore une fois avec plein de guillemets, dont le monde va être retourné parce que son patron va le trahir au profit d'une vilaine sorcière qui en a en fait après lui et après sa fille qu'il a lui-même abandonnée 15 ans plus tôt. Et du coup, il va devoir se retrouver, un peu comme dans beaucoup de productions en 2025, à devoir protéger sa gamine des forces du mal qui veulent la capturer pour la buter. Donc voilà, j'ai trouvé la série est pas mal, la prod est très chouette. Le scénario est un peu cousu de fil blanc, mais malgré tout, je trouve que les acteurs jouent très très bien, spécialement Pio Marmaille qui porte vraiment la série sur ses épaules. Et juste, je trouve qu'il y a 8 épisodes dans la série, je pense que ça commence à s'essouffler à partir du troisième épisode, où il y a vraiment je pense que les épisodes 4, 5, 6 et 7 sont pas dingues, mais le final est plutôt chouette aussi. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors après, ça vaut ce que ça vaut en termes de sources,
mais c'était censé à la base être une adaptation de Gagner la guerre, un roman de Jean-Philippe Javorski, que j'en profite pour vous conseiller, parce que c'est un excellent roman de renaissance fantastique assumé pour le coup, mais apparemment avec des soucis de production, ils ont abandonné le fait que ça soit une adaptation de ce roman, donc ils ont gardé l'essence entre guillemets du truc, tout en le modifiant à leur sauce, parce que finalement bah, ils n'avaient pas les droits. Donc un peu complicado pour ça. Donc Nero c'est plutôt chouette. Si vous avez Netflix, bah, n'hésitez pas à le regarder parce que je trouve que c'est une très bonne chose de soutenir un petit peu le cinéma français d'une part, mais surtout ce qu'on pourrait appeler le cinéma de genre entre guillemets quoi, parce que en France il n'y a pas beaucoup de productions de ce type-là qui sont mis sur le devant de la scène. Donc ça, s'il devait y avoir un avantage à Netflix, c'est celui-là, je pense. Je vais passer très rapidement sur la seconde série télé française que je voulais analyser, puisque ensuite on va parler des Sentinelles. Les Sentinelles, c'est donc une série française Canal+, si je ne m'abuse. Les Sentinelles, tac, qui a été créé par Thierry Poirot et Édouard Salier, et qui est l'adaptation, là aussi, d'une bande dessinée, du coup française, qui était publiée chez Delcourt, il me semble, et qui raconte une histoire qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, donc en 1915, où on se rend compte en fait que la France essaye de fabriquer des super soldats pour pouvoir gagner la guerre contre les Allemands sur le front. Et donc du coup, c'est une série qui va mêler un petit peu donc scènes d'action, de tranchées, mais aussi complot un petit peu, parce qu'on ne sait pas trop comment ces soldats sont créés, il y a beaucoup de mystères qui sont derrière. Et on va donc suivre une pléthore de personnages qui vont être lancés dans cette aventure. Alors pareil, un peu comme pour Nero, c'est pas non plus la série de l'année, c'est assez vite je pense oubliable, mais on passe quand même malgré tout un bon moment et c'est suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de voir la suite. Et surtout, bah, encore une fois, c'est une production qui est française et qui est plutôt bien foutue. Les costumes sont assez cool, il y a un côté un peu steampunk dedans que j'aime beaucoup. Et franchement, s'il y a une saison 2, moi j'irai la voir sans trop de problèmes, je pense. Je passe un peu vite sur les séries, à moins que tu aies envie de revenir dessus un petit peu, comme on a un Non, parce programme qui qu'en est plus, chargé. je n'avais pas entendu parler Des de ces deux? séries, donc ouais, Ouais. ouais. En plus, parce que de toute façon, je n'ai plus Netflix, je n'ai pas Moi Canal+. non plus. Oh, marre, dis donc. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais on s'arrange, quoi, on s'arrange. Non, c'est pas mon truc. Comme Bah, pour moi, la... j'essaie des Oui, fois, vas-y. mais j'y arrive même plus, tu vois. C'est de plus C'est en plus compliqué c'est à très trouver. très compliqué, on est Ouais. tout à fait d'accord avec ça. Il existe un subreddit et on en parlera peut-être après, très cher. Oh. Car en attendant, on va parler d'une dernière série que j'ai regardée il y a pas longtemps. Hop, c'est celle-ci. Vous reconnaissez probablement les personnages qui sont présents sur cette magnifique Ah, affiche. Ah! Ah! on pourra peut-être en parler un petit peu. Mon Dieu, mais c'était pas Henri Cavill, hein. Mais enfin, Enfin, qui est cet individu? Rendez-nous notre Witcher. et puis Henri Cavill, c'est Harry, tu vois. C'est le doppelganger. C'est le doppelganger. Non, ouais, voilà, je me suis infligé The Witcher saison 4, tout cas, je m'étais infligé la 3, la 2, le spin-off et la 1. Wow. Vous Elle est pouvez... loin quand Ouais, même. je suis allé loin. Arrête. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je m'inflige ça. Tout simplement parce que j'étais en déplacement et j'avais besoin de regarder une série où j'avais pas envie d'être spécialement concentré devant. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, why not pour The Witcher. Sachant que je l'ai regardé et je pense que c'est pas souvent que je fais ça, très peu souvent. J'ai sauté des passages, quoi. Vraiment, il y a des moments où j'étais en mode genre, je m'en fous de ce qui se passe, donc je vais aller voir Geralt. Et du coup, je sautais directement à Geralt. Donc, par exemple, tout l'arc Yennefer, c'est nul. Voilà, donc je sautais systématiquement. J'aurais envie de dire que Liam Hemsworth joue pas bien et que Henry Cavill me manque. Mais la vérité, c'est Geralt est tellement absent de sa propre série qu'au final, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu de son remplaçant. Il fait le taf qu'on lui demande de faire et c'est pas un taf qui est incroyable, mais il le fait honorablement. Il y a quelques scènes qui sont présentes comme dans les bouquins, donc c'est pas plus mal, mais sinon dans l'ensemble, ça reste de l'heroic fantasy qui est pauvre, quoi, très très éloigné de. Moi, j'ai pas joué au jeu, hein, mais très éloigné en tout cas de ce que pouvait offrir, enfin, en tout cas proposer le bouquin, les Toi, bouquins, t'as lu. pardon. Je me suis enquillé les 8 tomes moi, de The Witcher. Ah oui, quand même. Ouais, oui, quand même, c'est beaucoup et c'est pas toujours bien non plus, mais où je vais me faire des ennemis.
Mais, Oh, t'inquiète pas. mais en tout cas, la série est vraiment pas folle. Par contre, si je voulais garder quand même quelque chose d'un peu positif, je trouve que il y a un truc que j'ai toujours bien aimé avec The Witcher, c'est que je trouve que les combats sont très bien en fait. Pas les scènes de guerre, mais les scènes de combat au genre 1 versus 2 ou 3. Je trouve que la manière dont ils sont chorégraphiés et réalisés sont très très chouettes. Je trouve que là-dessus, ils ont mis un bon accent. Je trouve que là, les costumes sont un peu améliorés, mine de rien. Je n'ai pas trouvé ça dingue non plus, ni moche. C'est quand même passable et pas dégueulasse, quoi. Donc c'est pas, j'ai pas, enfin, j'ai envie de vous dire si c'est la saison 4, donc je pense que si vous avez dû abandonner probablement beaucoup avant d'arriver à cette saison, Oui. euh, mais, mais voilà, et apparemment il en reste plus qu'une, donc on verra bien Ah, comment ça se passe derrière. ah non, est-ce qu'on aura un nouveau, un Encore nouveau visage? un nouveau visage. Apparemment, il y a l'actrice de Syrie qui avait envigagé de partir aussi en même temps que Cavill, mais finalement elle est restée. Oui, c'est sûr, hein. Mais voilà, ouais, bah, en même temps, elle n'a pas une carrière non plus folle, donc je comprends qu'elle a envie d'essayer de continuer dans ce truc-là. Si, il y a Laurence Fishburne. Si, c'est Laurence Fishburne, je dis pas de conneries. Laurence Fishburne. Touc, 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 touc. The Witcher. Ouais, c'est ça. Il y a Laurence Fishburne, donc du coup, qui est Morpheus dans Matrix, qui joue Régis, un pote vampire de Witcher, qui est dans le bouquin, et il le joue très très bien, et ça m'a fait plaisir de le voir dans la série. Et il y a aussi je sais pas si t'as vu District 9, le film avec les extraterrestres, le héros de Oui. District 9 qui joue aussi dans The Witcher et qui joue un mercenaire psychopathe, et les deux jouent très très bien. Donc il y a quand même toujours des fois, quand tu vois certains persos, tu te dis ah c'est cool quand même quoi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça reste quand même pas très 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 bon du tout. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des séries télévisées. Ouais, moi, Donc The Witcher, j'avais arrêté à la saison 2. Je sais même pas si je l'ai vu en entière la saison 2. ouais, En fait, j'étais très déçu en fait d'un downgrade, d'une baisse de qualité d'une saison à l'autre. oui, J'avais l'impression que c'était ouais non, moins c'est bien ça. fini que la saison 2. La saison 1, j'avais passé un beau moment. Il y avait des effets spéciaux qui piquaient, notamment le dragon à la fin. Ouais, je suis assez d'accord, mais la une Mais était plus pour moi, elle était assez réussie. il y avait des bons personnages, des Ouais. bons acteurs. Bon, on sentait déjà les problèmes de Yennefer dès la saison 1 parce que le scénario n'avait aucun sens. On fait, moi, pour les jeux, je joue au 2 et au 3. Ouais. Euh, euh, et ouais, non, j'ai abandonné la saison 2. La saison 3, j'ai vu que ça avait fait un peu un four. Et puis la saison 3 n'était pas sortie, qu'ils avaient déjà annoncé Cavill qui partait. Ouais, donc ça Donc, donnait pas envie d'y pencher quoi. ouais, pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, je pense qu'un jour, je rejouerai au jeu pour Pour pallier à ce manque. une percussion de The Witcher le temps de vacances. Et tu as tout à fait raison. Et du coup, je vais me permettre de te donner directement la parole, très cher, puisque on va pouvoir parler de Good Boy dans un Good premier temps. boy, tu t'es pas trompé. Oui, c'est le bon, c'est la bonne affiche. Toi aussi, quelle aventure. Quelle Bah, aventure. Good Boy. Good Boy, écoutez, c'est un petit ovni dans la sphère cinéma d'horreur de cette année, et même de ces, j'ai presque envie de dire, 10 dernières années, hein, parce que ça a commencé un peu à tourner en rond. C'est un film où le personnage principal est un chien, vous le voyez. C'est un vrai chien, ce n'est pas un chien en 3D, ce n'est pas un... parce que ça, de plus en plus, hein, c'est de plus en plus difficile de faire tourner des animaux dans des grosses prods. Là, en l'occurrence, c'est une petite prod. Je ne sais pas si j'ai accès au budget. Parce que souvent, j'aime bien regarder un peu j'aime bien regarder ça, mais je ne sais pas si j'ai l'info. Ouais, voilà, on est à 70 000 dollars de budget. Donc, comment dire que c'est rien du tout. Euh, le scénario, en gros, Indy, le nom du chien. En fait, donc c'est son maître, le personnage humain, parce qu'il y a quand même des humains dans le film, hein, Ouais. qui est donc maître de Indy, a l'air d'avoir un mal, on va dire qu'il est malade, et il déménage dans la maison de son grand-père, une maison de campagne, enfin même de forêt plutôt.
Et Indy, le chien, va commencer à avoir des visions, il va voir des choses se passer dans la maison. Et donc en fait, on va suivre Ouais. le point de vue du chien dans l'horreur. Donc par exemple, souvent, alors toi, je te dis ça, mais je parle peut-être à ceux qui verront, mais toi, tu n'auras sûrement pas la vision, parce que tu regardes pas de films d'horreur, je crois. Eh non. Mais souvent, dans les films d'horreur, on montre des chiens qui aboient à rien du tout, tu sais, qui aboient sur des murs, Oui, c'est qui vrai. aboient dans le vide. Et ça se fait aussi dans la vraie vie, finalement, hein. C'est une reprise d'un comportement des chiens dans la vraie vie qu'ils ont mis dans les films d'horreur. Et bah là, en fait, le film essaye de prendre ce parti pris de dire, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce que voit en fait le chien de son point de vue dans un film d'horreur de possession? En tout cas, le film te le vend comme un film d'horreur de possession. Donc avec une entité démoniaque qui tourmente une maison, qui hante les lieux, et on est du point de vue du chien. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé le film. Déjà, à remettre dans son contexte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 70 000 dollars de budget. C'est-à-dire que c'est peut-être le prix du café d'un acteur Marvel. On va dire c'est le budget café d'un d'un acteur Marvel sur une année. Donc c'est absolument dérisoire. On est sur un film qui a été tourné en plus de 400 jours, étalé sur 3 ans. Ah Donc on est ouais. sur 3 ans de tournage, parce que bah, c'est un chien qui n'est pas un chien. Donc voilà, c'est compliqué, surtout que, bon, après je parlerai, mais ça se ressent dans le film. Euh, je vais pas spoiler la fin, mais je trouve le message. Alors, j'en ai discuté avec une de nos connaissances, une de nos amies en Ouais. commun, qui a vu le film. Bah, on n'a pas eu la même interprétation de la fin. Mhm. Donc, ça peut être suivi à plusieurs interprétations. Voilà, donc c'est curieux d'ailleurs de voir que voilà, on n'avait pas du tout la même vision du film. Mais moi, en tout cas, l'interprétation que j'en ai eue, je l'aime beaucoup. Je vais pas la dire, parce que je pense que c'est pas un film qu'il faut spoiler. Ok. Euh, Aucun chien n'a été maltraité pendant le tournage. On espère. Tout va bien. D'un point de vue de la réalisation, c'est très intéressant, parce qu'on est tout le temps à hauteur de chien quasiment. Ok. On Ça doit être hyper Peut-être que intéressant sur ça. 2 ou 3 plans, on ne voit que sur 2 ou 3 plans un visage complet d'humain. Ouais. Sinon, c'est souvent bah, ça va être de la contre-plongée, ça va être des visages dans les ombres. On le voit presque pas de visage humain. Donc on est vraiment toujours à hauteur de chien. Et certains dialogues ont été redoublés en post-prod. Ça se sent au Ok. niveau du jeu d'acteur. Parce que en fait, bah, ils devaient donner des ordres au chien pour que le chien fasse ce qu'il devait faire pendant qu'il tournait. Et du coup, bah, ils ont redoublé ils ont profité du fait qu'il ne se cadrait jamais la tête pour pouvoir redoubler les dialogues en post-prod. Bon, c'est des petites astuces quand même quand c'est un film, littéralement un film d'auteur, quoi, pour le coup, enfin même, parce que c'est le chien du réalisateur. Donc c'est Ok. vraiment son petit film à lui, quoi, qu'il a fait. Et je pense, ah oui, dans la petite anecdote que je trouve très marrante, c'est que dans 2 plans du film, on voit un petit laser vert sur Ouais. un mur, Ok. en une fraction de seconde, sur un début de plan. Donc c'est clairement que voilà, il devait pointer un laser au chien pour lui dire regarde dans cette direction pour le début de la et ça se voit au découpage, du coup au montage, bah, on a 2 pointeurs laser que j'ai repérés. J'ai trouvé ça très drôle aussi de voir les petits faux raccords. Mais non, du coup, film très sympathique, faut pas en attendre trop. Il dure moins d'1h20, je crois, il doit durer 1h15 ou 1h20. C'est plutôt bien rythmé, je me suis pas du tout ennuyé dessus. Le chien joue très bien. Et on n'a pas l'impression que ça s'est déroulé sur 3 ans de tournage. Tu vois, des fois, tu peux. Enfin, si tu prends un acteur, surtout quand ils sont jeunes, avec un acteur humain, ça passerait pas. Et là, Ouais. avec le chien qui n'a presque pas de physique, en 3 ans, ça passe nickel. Donc voilà, très bon petit film. Il n'y a pas beaucoup de jumpscare, il fait pas si peur que ça, mais je trouve la proposition très intéressante. Ok. Voilà. Ça marche. Eh ben écoute, on va pouvoir passer au film suivant que tu m'avais mis dans la liste. Oui, The Running Man, que je n'ai pas vu. Je l'ai loupé. Je voulais le voir, mais je l'ai loupé. je ne spoilerai pas. Je l'ai vu.
Je l'ai vu hier. Bah, The Running Man, film de Edgar Wright sur une adaptation d'un roman de Stephen King qui avait déjà été adapté au cinéma avec Schwarzy dans les années 80. Donc c'est un remake. Bah, écoute, c'est une nouvelle. Une nouvelle itération des Battle Royale. Bon, du coup, ça a été écrit dans les années 80, donc en fait, ce scénario-là n'est pas nouveau, mais voilà, c'est un nouveau Battle Royale ajouté dans la liste du cinéma, et je trouve qu'il est assez rafraîchissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pour l'histoire, en gros, on est dans un futur dystopique, classique, hein. Pour l'instant, c'est Hunger Games. Futur dystopique avec les... Mais là, pour le coup, comment le Battle Royale se passe, en fait, c'est un jeu télévisé qui attire les gens les plus pauvres du pays, parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, en fait, c'est un peu la télé-réalité. C'est la télé-réalité. Il y a plusieurs types de jeux qui régissent un petit peu la société, en fait. C'est vrai, la société est basée sur la télé. Et basé vraiment sur le concept de Ah télé-réalité, ouais. quoi. On a même à un moment donné, alors j'enquille sur la mise en scène, juste une Ouais. parenthèse là-dessus. Dans la mise en scène, on a des spots de propagande et publicitaires qui apparaissent durant le film, vraiment à la Starship Trooper. Il y a des moments qui font très Starship Trooper avec vraiment des pubs de propagande. C'était assez sympa. Ça, j'y reviendrai d'ailleurs, c'est aussi un des points négatifs, je trouve, dans le film. Mais d'un point de vue de l'action, le film marche plutôt bien. Et j'en étais où juste avant de dire ça? Putain, voilà, tu vois, c'est ça de, de parler, on oublie le point de... Je disais, voilà, c'est la télé qui gère le pays. On est aux États-Unis. Ouais. Et on suit on va suivre je vais dire l'aventure, mais plutôt les galères de. Comment il s'appelle? Attends. Le nom du personnage, Ben Richards, voilà, joué Ok. par Glenn Powell. C'est celui qu'on voit courir là Faire l'affiche, sur ouais. la. Ok. Ouais. Qui du coup, en fait, pour soigner sa fille de la grippe, parce que même dans ce monde-là, la grippe, en fait, tu meurs tellement t'as pas de Ah thunes yes. pour te payer un médoc. Va en fait passer à la télé pour gagner une genre de question pour un champion. En fait, à la base, il veut participer à ça. Sauf que pendant les tests, parce qu'en fait, c'est une boîte une boîte de prod qui gère qui gère le pays en fait, qui te fait passer des tests et à la fin de ces tests te met dans un jeu. C'est pas toi finalement qui va choisir le jeu que tu vas faire, c'est en fonction de tes aptitudes physiques Ok. ou psychologiques. Et en fait, alors la personne qui va le mettre dans le jeu Running Man, parce que Running Man c'est le gros jeu du pays. Considère que c'est le personnage que ce Ben est le personnage le plus en colère qu'elle ait jamais vu, qui défie l'autorité, que ça peut être une figure incroyable pour la télé qui va ramener de l'audience. Et du coup, elle le met contre son gré dans Running Man. Alors, je vais pas aller trop loin dans les spoils, mais le film, je trouve, marche bien, mais il va pas assez loin Ok. dans la folie qu'il aurait pu faire, en fait. C'est pour un film qui s'appelle Running Man, parce que Il j'ai court vu pas beaucoup. la critique de Nexus 6 justement là, il y a pas Ouais. longtemps. Je trouve finalement qu'il a eu assez raison de dire que pour un film qui s'appelle Running Man, on passe plus de temps à faire du cache-cache aux États-Unis qu'à courir tout le temps. Donc c'est un battle royale qui se passe dans tout le pays en fait. Ils sont poursuivis par les chasseurs Ok. et ils doivent survivre pendant 30 jours. Et les chasseurs peuvent les tuer. La population te, Te traque aussi. te traquer en fait et ils ont des récompenses. Comme ça, ils peuvent gagner de l'argent en disant des infos sur toi. Mais le film va peut-être pas assez vite. Il dure assez longtemps, il dure presque 2 heures, je crois, hein. Ah ouais. Donc, je pense ils auraient pu couper un petit peu pour que ça aille un peu plus vite au niveau de la mise du rythme. Et il va pas assez loin. Tu sens qu'il y a peut-être une petite limite. Je sais pas si c'est la censure ou si le réalisateur il a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire, mais Ouais. ça aurait pu aller encore plus loin. Mais sinon, c'est un film d'action qui marche vachement bien. Et après, le propos, bah, c'est le même que dans tous les Battle Royale, hein. C'est le monde
Euh, voilà, c'est le pays et la télévision qui dominent tout. Il y a la propagande, la censure, et ils arrivent en fait, si tu veux, à trafiquer des vidéos euh, en quelques secondes. On pense peut-être avec de l'IA pour faire dire des choses qu'en fait ils n'ont pas dit, parce que un des points du jeu, c'est que tous les jours, pendant 30 jours, le candidat doit se filmer 10 minutes pour prouver en fait qu'il est toujours dans le jeu et qu'il est toujours en vie. Il doit s'y mettre 10 minutes, poster la cassette, et elle va être montrée aux gens en prime time. Et en fait, bah, on se rend compte qu'ils modifient ce que disent ce qu'ils disent sur la vidéo. Ouais. Donc voilà, c'est de la manipulation assez standard, on va dire, dans un futur dystopique géré par des boîtes de télévision ou des grandes corporations. Ouais. Euh, Ce que j'avais vu, je crois que c'était Nexus 6 qui l'avait dit, c'est que le film avec Jason Statham où il est obligé de courir tout le temps est oui, presque un meilleur running man c'est que ce exactement running man. ça, ouais. Ouais. Du coup, ce Mais Running Man ne va pas assez vite, mais c'est peut-être aussi un des défauts inhérents au concept qui fait que c'est un battle royale qui se passe sur un pays entier. ouais, Donc forcément, il suffit que tu te débrouilles pour partir très rapidement à 1000 bornes de là où il te traque pour que tu aies un temps de repos, et donc ça fait baisser le rythme automatiquement. Mais après, il y a des scènes d'action qui marchent très bien, on s'ennuie pas vraiment. Donc ouais, moi, je le recommande. Je l'ai vu en ok. français, pour le coup. C'est Edgar Wright qui l'a fait, c'est ça, le réalisateur Ouais, c'est le réalisateur de de la Baby Driver que j'aime beaucoup. trilogie des Cornetto aussi. Voilà, Shaun of the Dead, le dernier pub. Ok. Mais je sais pas si ça se ressent vraiment dans le film, tu Ouais, vois. ouais. Ouais. Et bah écoute, je pense que j'essaierai de le voir un de ces quatre quand même malgré tout, parce qu'il me tentait bien et je l'avais loupé. Mais en Moi, je pense attendant, qu'il pourrait te plaire. pardon? Mais voilà, je pense qu'il pourrait te plaire en fait, hein. Après, voilà, faut pas en attendre non plus grand-chose. Ouais, T'auras la thématique de la lutte des classes comme dans tout comme dans Battle tout Battle Royale Royale qui se finalement. respecte. Voilà. Et classique, classique. Vivement On va passer au film suivant, du coup, L'élu. l'élu. J'ai mis ça comme affiche parce que les autres affiches, je pense qu'elles nous auraient empêché d'être sur Twitch. L'élu. Donc je vous laisse aller voir les affiches si vous voulez de votre côté sur Google. Et on va laisser Clément nous expliquer ce que c'est que l'élu. Alors, l'élu, c'est un petit film d'horreur. Alors, j'aime beaucoup les films d'horreur pour ceux qui débarquent. J'ai fait quasiment 4 ou 5 films là, au dernier coup critique, je les ai enchaînés, qui est sorti cette semaine en France, mercredi dernier. C'est un petit film sans grande prétention, du sous-genre de la folk horror. Alors, la folk horror pour... La folk horror, ok. ouais, c'est l'horreur qui se base sur des légendes mystiques, alors souvent ça va être des sectes, ça va être des... Ou fait, si tu veux, l'entité méchante du film, on va dire, n'est pas un démon biblique par exemple, ou n'est pas un serial killer. Ok. C'est vraiment plutôt une entité mystique liée à une légende locale, Et ouais. liée à une secte aussi souvent. Je pense à Midsommar, qui est un des plus gros succès de la folk horror de ces dernières années, qui en fait n'est pas un film d'horreur, mais plutôt un film psychologique basé sur une secte en Suède. Ok. Que je te recommande, parce que je pense que ça, c'est pas un film qui fait Ça c'est peur. pas un film qui fait peur, ok. Non. Pour en revenir à l'élu, ouais, ça, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard dans l'horreur. Le concept est sympa. Alors, au niveau du scénario, qu'est-ce que c'est? C'est un couple, un jeune couple. Ouais. On va vite se rendre compte qu'en fait, euh, qui ne se connaissent depuis pas très longtemps, que en fait la femme serait l'amante, ou en tout cas une relation Extra-conjugal. extra-conjugale, mais en fait on ne sait pas trop s'il est encore avec sa femme. Bon, finalement Hmm. c'est pas très important, mais en gros c'est un jeune couple de 1 an qui vient s'installer dans la maison de campagne forêt du Tu- conjoint qui lui est médecin pété de thunes. Pété de thunes. Donc forcément ils ont un chalet isolé dans la montagne Bien que sûr. personne ne peut venir, voilà, hein. Ça ne donne Classique. pas du tout l'indication de qui est le méchant du film dès le début. Et en fait, subitement un soir,
le cousin en fait du protagoniste principal qui habite à côté et qui est un peu bizarre rentre, rentre dans le chalet juste pour montrer que c'est un gros misogyne Ok. et un salaud. Euh, juste pour qu'on te fasse détester le personnage. Ça a l'air très cliché pour le moment. Franchement, c'est pas cliché, hein. Et le protagoniste principal va tout simplement, en fait, à un moment donné, partir parce qu'il a une opération à faire sur quelqu'un qui est dans le coma. Donc, il part en ville, très loin. Il dit: Je reviens ce soir, je te promets. Et là, la femme va être en prise de vision et de. Oula. Comme si le chalet était hanté, en fait. À savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais la veille, elle avait mangé un gâteau qui avait été donné par la servante, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, qu'on ne voit pas. Donc il y a un gâteau, tu peux le manger. Elle le mange, elle commence à avoir des hallucinations un peu partout. Donc on suspecte un gâteau drogué. Suspense. Drogué par qui? Mais comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Et je m'arrêterai là. Mais Qui est l'élu? l'élu, avec un E. Avec Il un y a E. féminin. Je trouve le nom anglais moins évocateur, qui s'appelle Keeper. Keeper, donc, parce qu'en fait, il y a une phrase dans le film qui dit le nom du film, il dit She's a keeper. Tu vois, en fait, c'est le cousin qui dit à son cousin, du coup, Eh ouais. il faut que tu la gardes, c'est l'élu, en fait. C'est comme si, voilà, c'est la bonne, tu l'as enfin trouvée. Ouais. C'est celle-là. Mais en fait, c'est un lien avec toute la deuxième moitié du film, Ok. quand on se rend compte de qu'est-ce qui se passe vraiment. Je trouve que c'est une bonne idée dans la folk horror, le twist en fait horrifique, on va dire, ou le twist euh, menaçant, la vraie menace. Je la trouve assez sympa. Je vais pas spoiler non plus Ok. pour ceux qui veulent aller voir. Mais voilà, ça casse pas trop pattes un canard. C'est pas le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année. Ouais, ça a l'air d'être effectivement un peu classique. C'est classique. C'est bien filmé, par contre, je Ok. trouve. Il y a des plans sympas qui jouent beaucoup avec les miroirs où souvent bah, ouais, on va filmer un personnage et l'autre personnage sera dans le reflet du miroir. Ça revient plusieurs fois. Euh, donc voilà, il y a des petites tentatives de mise en scène. Le chalet est assez intéressant aussi parce que on a l'impression que le chalet, il n'est pas totalement classique. Ok. Je sais pas si c'est fait exprès, mais des fois j'ai eu l'impression que le chalet il changeait un petit peu des fois Ouais. ou que c'était très claustrophobique par rapport à ce que ça devrait être. En tout cas, il y a une mise en scène autour des murs et des pièces. Parce qu'en fait, c'est un chalet qui est quasiment entièrement en baie vitrée. Donc en Ok. fait, c'est très Ah, lumineux. c'est original, ouais. Ouais. Ok. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Il est sympa, mais sans plus. J'ai passé un bon moment dessus. Mais c'est parce que je trouve que il est pas si mauvais par rapport à plein de films d'horreur que je me suis farci ces dernières années, qui eux sont très mauvais. Et le, Voilà, le niveau de. Alors, j'aurais pu te demander ça aussi sur Good Boy, mais. Bon, toi, tu regardes beaucoup de films d'horreur, mais par exemple, niveau d'horreur et de peur, tu lui mettrais combien sur 10? à Good Boy, il fait pas peur du tout. J'ai envie de te dire 2 ou 3, pas plus. 2 ou 3. Ok. Et T'as l'élu? plus peur En fait, Good Boy, t'as plus peur que le chien ne finisse pas le film. Tu t'inquiètes plus pour le chien que pour Que pour. Ouais. Nas, en fait. Ouais. Mais non, 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 en fait, il fait pas peur du tout. Si vraiment il y en a qui ont peur de voir le film par rapport au chien, le chien va bien à la fin du film. Ah, Voilà, c'est je gentil. spoil ça. Voilà, Et parce qu'il y en a. L'élu l'élu, fait tu lui pas. mettrais combien? Il fait pas peur non plus? Non, il fait pas peur du tout. Pareil, 2 ou 3, pas plus. Mais il y a des scènes qui sont assez dérangeantes. Dérangeante, On va dire. ok. Je vais Et dire sur, plus maintenant. p- Dérangé. pour qu'on puisse avoir un truc de comparaison, par exemple, Conjuring 1, tu lui mettrais combien sur 10 en peur? Conjuring 1, alors à remettre dans son contexte de l'époque, hein, on en est en 2013, je Ouais. crois, Conjuring 1. Un bon 16, un 8. Un Moi, à 8, l'époque, ok. j'ai sauté de mon siège au cinéma. Moi, je me suis chié dessus hein, pour Conjuring, donc... Conjuring, il m'avait vraiment fait flipper et c'est devenu mon film d'horreur préféré du début des années 2010, clairement. Ouais. Voilà. Ok. Mais c'est pas du tout le même type de film, c'est pas le même budget, c'est pas la même volonté derrière. Moi, maintenant, je cherche plus à être dérangé, si tu veux, et aussi moi, ce qui m'intéresse maintenant dans les films d'horreur, c'est
C'est ce qui m'intéresse le plus dans le film d'horreur, c'est un peu Le body comment horror, peut-être plutôt. la menace, l'explication Ah, derrière une l'explication, menace. ouais, t'as envie de connaître le twist en fait final. Ah, c'est Ok. plutôt ça qui m'intéresse. Comme dans Et une puis, enquête policière finalement, d'une certaine manière un ouais, peu. et être dérangé. Par exemple, Midsommar m'avait bien dérangé. Ok. J'étais malaisé devant le Ouais, film. devant le film. Ok. Euh, ouais, c'est Ouais, tu ça que je cherches plus recherche. à. Ouais, c'est pas la peur que tu cherches, c'est le malaise dans ces films-là. Mais un body horror ne fait pas peur. Par contre, t'es là, tu vois, Ah, bah, tu je vois, crains encore plus les body dégoût. horror que l'horreur en lui-même. Des très bons body horror ces 2 dernières années, donc je suis très content. Et en On parlant en parle. de body horror, De quoi tu vas nous parler? je te propose qu'on passe à Frankenstein. Oui. Alors là, sur ce film-là, on va être un petit peu en mode good cop, bad cop. Donc, ce que je te propose, Ouais. c'est que je commence ou tu commences? C'est toi qui me dis. Vas-y, commence. Je Commence. commence? Ok, je commence. Alors, déjà, dans un premier temps, n'hésitez pas à nous dire, parce que je vois qu'on a quelques personnes dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Frankenstein, puisque j'ai l'impression que c'est le film que tout le monde a vu au cours de cet automne 2025. Alors, on va faire un petit résumé rapidos de Frankenstein. Alors, Frankenstein, bien évidemment, ce n'est pas la créature, hein, on le rappelle, c'est Exactement. le docteur Victor Frankenstein. Et donc, Frankenstein est un film américano-mexicain puisqu'il a été réalisé par Guillermo del Toro. C'est une adaptation donc de Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Mary Shelley qui a été publié en 1818. C'est un film Netflix puisqu'il est sorti uniquement sur Netflix. C'était un deal, il me semble, de del Toro avec la plateforme. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais par contre, du coup, le film ne sortait pas en salle ou alors que dans très très peu de salles. On pourra revenir sur ce que Netflix a fait ces dernières semaines au cours de cet épisode-là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Au casting, nous avons un gros casting, puisqu'il y a quand même Oscar Isaac, qui n'a plus rien à prouver à personne. On a Jacob Elordi, que je ne connaissais pas, qui joue la créature. On a Mia Goth, ou Goth, je sais pas comment, ou Go, si on prononce à la française. Christophe Valls, qui joue Heinrich Harlander. On a le frère de Frankenstein, qui est joué par Félix Kammemer. Il y a Charles Dance aussi qui joue le père de Frankenstein, etc. etc. Donc, Frankenstein. Alors, là, ça va être un peu costaud parce que comment expliquer ça? Je n'ai pas aimé Frankenstein, mais par contre, j'adore le cinéma de Del Toro. Vraiment, j'aime beaucoup Del Toro en tant que même individu. Je trouve qu'il dégage une sympathie qui est absolument incroyable pour l'avoir vu en interview, etc. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très, très cool comme gars. Mais, et j'ai vu plusieurs critiques qui étaient plus ou moins en accord avec ce que je veux dire. Je trouve que le cinéma numérique ne sied pas du tout à Del Toro. Parce que ça m'a fait pareil pour Crimson Peak. Euh, je, je trouve qu'il fait des beaux décors, mais que tout a l'air fake. Et moi, c'est un des plus gros problèmes que j'ai eu avec ce film, c'est que je pense qu'il aurait été en format pellicule ou faux en format pellicule, avec un grain, ça aurait été beaucoup mieux que là, ce truc tout pétant, où tu as l'impression que chaque objet est faux, que chaque personnage est faux. Ça m'a énormément gêné pour rentrer à l'intérieur du film. Après, il y a d'autres choses aussi qui m'ont gêné, c'est le scénario qui est assez éloigné de l'œuvre de Mary Shelley. Notamment le traitement de caractère de Victor Frankenstein, à qui finalement on donne des excuses de sa malhonnêteté, de sa méchanceté à travers son enfance tragique, là où dans le livre original, il a eu une très belle enfance, et que du coup, bah, il a absolument aucune raison valable de devenir méchant. Il l'est juste simplement, purement par essence, par orgueil, etc. Et ça aurait été pas mal d'avoir un respect de ça, même si Oscar Isaac joue très très bien. J'aime beaucoup les plans en courte focale sur son visage, ça montre vraiment qu'il est complètement taré, c'est classique, mais ça marche extrêmement, extrêmement bien. Un autre point qui m'a dérangé, mais c'est pareil, c'est en fait plus le film avance, moins je suis dedans, et moins je suis dedans, plus je fais attention aux détails qui me saoulent. Et j'ai eu l'impression que le film se perdait dans des trucs complètement cons. Genre par exemple les langues. Au début du film, ils sont recueillis par des Danois. Je suppose être des Danois ou des Scandinaves, parce que j'ai pas l'impression que ça parle slave, mais ça a l'air de parler un germanique bizarre.
Et là, du coup, c'est cool. Ok, c'est des Danois, ils parlent leur langue. Par contre, pourquoi quand ça se passe en Suisse, les mecs parlent anglais? Et les mecs de la Pampa, hein, suisse. Et d'ailleurs, pourquoi des Suisses vivent dans des cabanes en bois qui ressemblent à des Vikings? Et en fait, j'ai eu un peu cette impression d'avoir un. Et là, ça va être un peu méchant, je suis désolé, d'avoir un Américain qui fait un film sur l'Europe où il sait pas vraiment ce que c'est que l'Europe. Et du coup, je trouve ça un peu dommage que géographiquement, temporellement, n'arrive pas trop à se situer. L'histoire d'amour entre la fille et le monstre était absolument pas nécessaire. Je trouve qu'elle est rentrée au forceps. Je pense j'aurais préféré avoir un film vraiment sur la traque de Victor et du monstre à longueur de temps. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Parce il y a même des moments, des fois, où j'ai rigolé. Genre, par exemple, la scène où il est recueilli par le vieil aveugle. Quand les autres chasseurs débarquent, qui sont partis 8 mois chasser des loups, et qu'au final, les loups sont restés en fait à la baraque et ils viennent au dernier moment, forcément, le vieux se fait buter par des loups. Les chasseurs arrivent, ils voient le monstre avec le vieux mort. Et il y a plein de loups crevés partout autour. Et à aucun moment, il y en a un qui se dit, bah, peut-être qu'il s'est fait bouffer par des loups. Non, on va forcément commencer à tirer sur la créature immédiatement. En fait, je trouve qu'il y a énormément de facilité scénaristique dedans, et en fait plus ça avançait, moins j'arrivais à être dedans, et c'est pas le cinéma de Del Toro auquel j'ai été habitué. Pour moi, Del Toro, c'est un génie. C'est le mec qui a fait le Labyrinthe de Pan, qui a fait les deux Hellboy qui sont fantastiques. Euh, et pourtant, c'est vrai que ces différents derniers films, là, je vais reprendre sa filmographie, hein, euh, Crimson Peak, j'ai pas aimé plus que ça. La forme de l'eau, je l'avais bien aimé. Nightmare Alley, il m'avait beaucoup gêné, mais c'était pas si pire. Pinocchio, je l'ai pas vu, j'ai loupé, il faut que je le regarde. Et là, avec Frankenstein, j'ai l'impression de retourner dans le truc de un peu à la Crimson Peak, d'avoir du fake, du truc en costume gothique, mais en même temps clichos. Et je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Après, je comprends qu'on puisse aimer malgré tout, parce que ce que moi je n'ai pas trouvé beau, on peut le trouver beau parce que par essence ça l'est, c'est juste que je trouve que ça fait faux. Mais voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur Frankenstein. C'était un peu brouillon, j'en suis navré, mais je te laisse la parole. Et salut à Zoro742. N'hésite pas à dire ce que tu penses de ça dans le chat. Alors, vous avez aimé Frankenstein ou vous n'avez pas aimé Frankenstein? Alors, Tapez 1 ou tapez 2 dans le chat. Oh, bah, moi, de mon côté, pareil, j'aime bien le cinéma Del Toro. J'ai pas vu tous ses films. Par contre, j'ai vu son Pinocchio, que j'avais bien aimé, qui était aussi, je crois, une exclue Netflix. de toute façon, je pense qu'il va faire que ça maintenant, à mon avis. Ouais, je pense qu'il va faire que On ça parce pourra que en revenir sur Netflix dans quelques instants, mais oui. ouais. Euh, Labyrinthe de Pan m'avait bien Labyrinthe marqué à de Pan, il l'époque. est incroyable. Incroyable. Et ce Frankenstein, ouais, moi, tu vois, j'ai passé un bon moment devant. Je pense que j'ai pas été choqué par le côté numérique, comme tu disais. Je sais pas, c'est peut-être moi qui manque de regard critique encore là-dessus, quoique il y a certains Marvel qui me font des. Mais là, tu vois, en fait, j'ai remarqué que c'était des vrais décors, mais à cause de la caméra et du traitement visuel, Ouais, ça fait faux. Mais je pense vu que je savais que c'était globalement du vrai du vrai décor, décor, t'es passé outre, ouais. ouais, je pense que ouais. Je comprends. Et peut-être qu'avec une sortie ciné, ça aurait été différent. Peut-être que c'est à cause aussi C'est du vrai format aussi, le télé. fait de le voir sur un petit écran, je pense que ça. Je pense, en tout cas pour Bah, moi, ça n'a pas moi, joué en je sa l'ai faveur. moi, je l'ai vu sur un écran qui était assez grand, donc je sais pas après si à ce niveau-là ça joue, mais il y avait des plans qui étaient très beaux. Après, au niveau du scénario, comme tu disais, j'ai vu aussi toutes les facilités scénaristiques. Là où moi ça m'a pas gêné, c'est que je pense que j'ai vu le film d'un point de vue totalement allégorique. En fait, je sais que Ouais. c'est pas un film qui se veut réaliste avec un scénario parfait, tu vois. C'est vraiment un film qui veut faire passer un message moral ou éthique. Et je pense que j'ai vu ce film de ce prisme-là Ok. par rapport du coup à toute la morale qu'il y a derrière l'histoire de base. Hmm. Du coup, bah, j'ai plutôt bien apprécié le film. Le design de la créature, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, il Euh, était chouette. J'aime bien Ça ce change, côté un peu ça beau change. gosse, mine de rien, ouais. Je sais plus c'est la critique de qui que j'avais écouté, mais où une remarque qui disait que c'est même bien qu'il soit fait comme ça, en fait, la créature, parce que quand tu passes des dizaines d'années de ta vie à vouloir créer quelque chose, tu vas pas le faire moche ou en mode gros dégueulasse, comme dans certaines versions
les premières versions qu'on avait de la créature. Là, il a essayé de créer quelque chose de beau, en fait, avec avec tout le patchwork. Euh, je pense que je pense que c'est plutôt bien réussi. Il y a aussi des petites idées dans le maquillage et dans la créature qui sont bienvenues, notamment certaines mèches de cheveux blondes qui sont derrière, parce que du coup, vu que c'est un patchwork, il n'a pas les mêmes couleurs de cheveux de partout. C'est un détail que j'ai remarqué, que j'ai bien aimé. J'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas dire par rapport au scénario, mais je peux comprendre que toi, ça t'ait fait vriller sur certains points, parce que moi, quand j'ai lu le bouquin de base et que je vois un film, souvent, bah, je vrille aussi. Hein, les anneaux de pouvoir. Les impôts. Donc oui, ça, je peux te comprendre totalement. Donc là, je suis biaisé là-dessus. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Alors oui, il y a par contre, c'est vrai que le passage en fait en Suisse, c'était long. C'était long, même si c'était beau en fait de le voir apprendre de le voir en fait apprendre à lire et à vraiment en fait finalement parler auprès du vieux monsieur aveugle. Bah, bon, après, j'ai envie de te dire la morale derrière, le message, il est cousu de fil blanc en fait. C'est Ouais, surtout de nos jours. Bon, après, elle a 200 ans l'histoire quasiment, donc en fait, on est habitué à ce genre de bah bien sûr. message, Ouais. euh, mais j'avais trouvé la mise en scène plutôt sympa. Alors, le coup des loups, c'est vrai que ça, c'était un peu. Les loups en 3D, par contre, ils étaient dégueulasses. C'était. Ouais, je pense que là, à ce niveau-là, c'était un point. Je suis d'accord que c'était pas fou. Euh, Moi, j'ai bien aimé le fait qu'en fait, on raconte le film de deux points de vue. Mais là, ça va encore une fois aussi avec la morale qu'on veut faire passer avec Frankenstein. Euh, donc voilà, moi j'ai passé un bon moment dessus. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Finalement, c'est totalement l'inverse de toi. T'as pas trop aimé, mais tu peux comprendre qu'on aime. Moi j'ai bien aimé, je comprends qu'on n'aime pas. Finalement, Un peu on est des gens très innocent, tolérants, Clément. mais oui, mais c'est parce qu'on se connaît depuis 5 ans. Depuis Bah, 5 ans maintenant, c'est ça. Je réponds à l'oral à 0742. Del Toro, c'est jamais de l'horreur pure. C'est plus du fantastique poétique, je pense. Avec un ouais. soupçon de malaise parfois. Donc, C'est quelqu'un qui aime beaucoup les créatures. ouais, voilà, c'est ça. Dans tous ses films, il y aura un personnage de type créature qu'on pourrait qualifier d'horrifique, mais qui en fait ne fait pas peur, puisque son cinéma, c'est souvent on va avoir un personnage qui va avoir finalement une autre vision du monde grâce à la créature en question dans le film. Euh, le labyrinthe de Pan, c'est peut-être celui qui va le plus traumatiser une génération entière. Je sais pas. Après, franchement, si tu veux découvrir Del Toro sans avoir peur, tu regardes. Les kaiju et les robots. Pacific Rim, Pacific Rim. Tadadam, Pacific Rim, tadadam. faut vraiment aimer les films de robots et de gros monstres, et il est vraiment super. Il est Bah, incroyable. c'est vraiment un délire de Del Toro parce qu'il adore aussi les Gundam et C'est du coup il ça, s'est ouais. dit oh je peux faire un film de kaiju avec des robots, je vais faire un film de kaiju avec des robots. Pacific Rim, c'est Le le, 2 est nul, voilà, mais le 1 c'est vraiment le film qui te montre que un film avec des gros robots et des gros monstres, ça change tout en fonction de qui le réalise. Parce que littéralement, Pacific Rim de Del Toro est super, et c'est des gros robots et des gros monstres qui se tapent. Pacific Rim 2, qui n'est pas fait par Del Toro, c'est des gros robots et des gros monstres qui se tapent, et c'est de la merde. Donc ça montre vraiment que quand on est un bon réalisateur, on peut tout rendre bien. Et Pacific Rim, il est excellent. Après, si t'es plutôt dans un trip histo fantastique, mais fantastique au sens mot passant du terme, le Labyrinthe de Pan, il est super et il fait pas peur. Moi, je crains énormément les films d'horreur. Je l'ai vu et il fait pas peur. Il y a juste des petits moments de tension et c'est un peu violent parce qu'il y a des méchants franquistes dans le film et donc du coup parfois il y a de la violence envers des personnages. Pas de VSS dedans dans mes souvenirs, mais il va y avoir des gens qui vont décéder de manière mauvaise. Et à côté de ça, il y a un côté très fantastique par contre derrière. Donc franchement, le trio que je conseillerais de Del Toro, c'est le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim et Hellboy, parce qu'Hellboy est très très cool aussi, j'aime beaucoup. Il est vraiment, vraiment très très chouette.
N'oublie pas qu'il Euh, est super-héros à la base, hein, c'est du comics. oui, qui est tout à fait, qui est Les gens dans le chat. du comics à la base. Red Novat nous dit même pas drôle, on se clash pas. Ah Et il nous dit aussi que le message de Frankenstein est un peu gros parfois. C'est vrai, je suis assez d'accord. Mais comme tu l'as dit, Clément, c'est un message qui existe depuis 1818, donc ça fait oui, un petit moment. un bon 200 ans. C'est ça. Et qui est d'ailleurs, finalement, pour redonner les lettres de noblesse à l'autrice de Frankenstein, c'est vraiment les débuts de la SF en bouquin. Hein. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et D'ailleurs, c'est on elle se aussi qui rappelle a que le écrit bouquin, le bouquin où le ouais, mec est seul sur Terre après un apocalypse, il me semble. ouais. Et en plus, ils ont écrit, je crois qu'ils étaient 4 dans un manoir sous la Ouais, c'est pluie. exactement ça. Ouais. Ouais, Ils se et ils ont racontaient des tous histoires écrit d'horreur. Ouais. Et franchement, je donnerais tout pour y être. Franchement, mais grave. Mais Trop bien. S'il y a un moment dans le temps où tu veux retourner, Clément, c'est ce moment-là. Ouais. Donc oui, finalement, oui, pour reparler de la morale de Frankenstein, c'est venu maintenant, de notre point de vue en 2025, c'est amené avec des gros sabots. Ça va être très compliqué de le mettre à jour parce que de toute façon, toutes les œuvres, finalement, maintenant, Oui, l'ont utilisé presque. bien Voilà, sûr. mais c'est que voilà, forge la vie. Enfin voilà, c'est fais ton propre chemin. C'est ça. Et puis Ah. j'aurais même envie de dire, c'est fait partie de l'essence même du travail de Del Toro, puisque tous ces films parlent de ça, du Oui, monstre qui est plus humain que l'humain, qui lui est un monstre. voilà, c'est ça. On a ça dans Hellboy, on a Le- ça dans Pacific Rim, on a ça dans La Forme de l'eau. Finalement, est-ce que l'homme n'est pas un loup pour l'homme et que la scène du vieux Suisse qui se fait bouffer par un loup, est-ce que finalement Et elle nous prend finalement, pas c'est pas la métaphore de ça. Zoro742 te demande un livre qu'on aimerait voir adapté en film. Oula, Ouh là là. le Euh, Silmarillion, Le Hobbit. le Hobbit. Del Toro aurait dû faire les Hobbits. Del Toro aurait dû faire le Hobbit et je suis tellement triste qu'il l'ait pas fait. Et il est Ouais. censé normalement faire les montagnes hallucinées de Lovecraft depuis 1000 ans. Mais je pense on a perdu un petit peu. On a perdu un petit peu le truc. Je pense qu'il le fera jamais. Red Nova, tu nous dis, mais justement, dans le contexte où tout le monde connaît ce message, je pense qu'on aurait pu se passer de l'avoir dit en toutes lettres dans le film. Ah oui, t'aurais peut-être voulu l'avoir de manière un peu plus subtile, genre plutôt en mode genre clin d'œil et pas. Enfin, chaud dentelle et pas juste dit comme ça, effectivement, dans le film. Oui, c'est vrai, effectivement, pourquoi pas. Non, pour répondre par contre à la question de Zorro, un livre qu'on aimerait bien avoir adapté en film. Il y en a plein que j'aimerais voir adapté en film, mais alors En vrai, la saga des Hyperions, il faut que je la lise. Hyperion, c'est chouette, ouais. Mais, C'est vrai que c'est très mais chouette, on Hyperion. m'en a vendu énormément de bien. J'ai acheté les bouquins, il faut que je les lise. Mais je sais pas si c'est si facile que ça. Je pense qu'il y a plein de films qui sont Et hyper compliqués à adapter. Mais sinon, attends, en plus, souvent je me pose la question et j'ai plein d'idées, et là j'ai rien qui me vient. Si, bah, on en a parlé au début avec Nero, mais j'aimerais bien avoir une vraie adaptation de Gagner la guerre de Jaworski, parce que je pense que ça pourrait être vraiment très très chouette, puisque c'est un excellent bouquin de fantastique français que je vous conseille. On va passer au film suivant. Ah, il y a Red Novat qui compte Eragon, Artemis Fowl, Percy Jackson. Mais enfin, Red Novat, il y a eu des adaptations pour chacun de ses livres. Et oui, voyons, Enfin, Eragon, ce Eragon, grand succès du... c'était incroyable. Moi, j'ai adoré Eragon. Mais oui. Quoique cela dit, il paraît que la nouvelle série Percy Jackson est mieux que la trilogie de films qui a été produite. Est-ce que mieux que pas bien, c'est mieux? Ah, bah ça, c'est une très très grande question. Je vous propose du coup d'avancer. On va passer à un film que j'ai vu aujourd'hui même, Wake Up Dead Man, qui est sous-titré A Knife Out Story, je crois. Wake Mystery. Mystery, pardon, Wake Up Dead Man. Qui est donc un film qui a été réalisé par ce très cher Ryan Johnson en personne, qui est le scénariste et Lui-même. réalisateur de À couteau tiré, Glass Onion également, et certainement pas de Star Wars 8. Ah non! Non, pas ce cauchemar qui recommence. Non. Alors ouais, il est possible que j'ai un problème avec Ryan Johnson depuis Star Wars 8, mais cela dit, j'ai réussi après des séances de psychanalyse à évacuer cette haine et à me dire que finalement son cinéma n'est pas si mal que ça. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. Non, je plaisante, mais à moitié seulement. J'avais pas du tout aimé À couteau tiré en 2019, mais peut-être effectivement que Star Wars 8 avait fait du dégât pour moi. Dans ma tête, Ryan Johnson n'était pas un bon réalisateur, en tout cas pas un bon scénariste, parce qu'il est très bon réalisateur, parce que Star Wars 8, je pense que c'est celui qui est le mieux réalisé de la trilogie pourrie de Disney. Mais À couteau tiré, j'avais pas aimé du tout. J'avais bien aimé la première partie, puis la deuxième partie, j'avais pas aimé. Par contre, il a fait Glass Onion en 2022 en partenariat avec Netflix.
qui n'est donc sorti que sur Netflix. On va en reparler, je pense, de Netflix dans quelques instants. Et j'avais bien aimé Glass Onion, j'avais trouvé ça très chouette. Et là, pareil, Wake Up Dead Man, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon visionnage. Je peux vous dire que je l'ai vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est l'histoire de Benoît Blanc, qui est un détective privé, qui est joué par Daniel Craig, qui est le héros des 2 autres films précédents. Enfin, héros, enquêteur, parce qu'à chaque fois, on suit toujours un personnage qui est le vrai héros du film, autour duquel va graviter le détective. Et là, le vrai héros, c'est le père Jude, qui est un ancien boxeur et qui est obligé, de par son évêché, d'aller dans une petite paroisse au fin fond de un état. Voilà, c'est dans l'état de New York, apparemment. Au fin fond de l'état de New York, paroisse qui est dominée par un prêtre très tyrannique, autour duquel gravite un petit groupe de personnes qui sont des très fervents fidèles. Et bien évidemment, ce méchant prêtre va décéder dans des circonstances particulières, et tout pointe du doigt qui? Eh bien, notre héros, le père Jude. Et donc, du coup, Benoît Blanc va venir à sa rescousse pour tenter de comprendre réellement ce qui s'est passé. Donc, c'est une enquête qui est tout à fait classique. Pour citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans mon entourage, on va aller voir ce qu'il a écrit. Il a dit Wake Up Dead Man, c'était sympathique, quelques très belles images au service d'une enquête pas forcément originale, mais restent de très bons acteurs qui fonctionnent très bien dans leurs personnages. Merci beaucoup Puding qui a écrit ce message pas plus tard que ce matin également. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. L'enquête, elle est classique, mais c'est joliment réalisé. Les acteurs jouent très très bien. Daniel Craig, j'aime beaucoup son personnage. L'acteur qui joue le père Jude, c'est Josh O'Connor, que je ne connaissais pas et qui joue très très bien. Il y a Glenn Close qui joue une paroissienne. Il y a Josh Brolin qui joue le méchant prêtre. Il y a Mila Kunis, que j'ai mis du temps à reconnaître parce qu'elle est en shérif un peu badass. Il y a Jeremy Renner, que vous connaissez probablement parce que vous l'avez vu dans Avengers. Il y a Andrew Scott qui joue Moriarty dans la série Sherlock, qui est également un très très bon acteur. Et il y a aussi Jeffrey Wright qui a un tout petit rôle secondaire, qui joue le rôle d'un évêque, et c'est un acteur que j'apprécie énormément, donc je suis toujours très content de le voir dans un film. Donc franchement, si vous avez Netflix et que vous savez pas quoi regarder, bah regardez Wake Up Dead Man parce que c'est vraiment plutôt chouette. On salue aussi Moonabi qui nous dit dans la fantasy, la saga, le passe-miroir. C'est vrai que le passe-miroir c'est très chouette. Red Novat se mute parce qu'il ne veut pas pas être spoilé. On ne te spoilera pas, Red Novat, ne t'inquiète pas. Y a des vibes Rivière Pourpre dans Wake Up Dead Man. Non, pas trop. Pas trop le délire. Plutôt vraiment, genre vraiment comme les 2 autres, quoi. C'est enquête sympatoche et voilà. Ah tiens, il y a l'autre de Tout et de Rien live qui est présent dans le chat. Il y a ton doppelganger. Doppelganger. Bonjour Doppelganger. On espère que tu vas bien. Voilà, donc nous serons 2 à écrire sous cet acronyme ce soir. Crame. Non, Wake Up Dead Man, franchement, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est sur Netflix. Bonjour mon double. C'est sur Netflix et c'est vraiment très très cool. J'ai passé un excellent moment et voilà. Il y a peut-être que ça tire un peu en longueur sur le milieu. On me fait oui de la tête sur le côté. Il y a la validation de la VAR. C'est ça. Je le verrai parce que en fait, je ne connaissais pas cette série de films d'enquête, alors que j'aime bien moi, les films d'enquête. Je pense que mon algorithme a décidé que je pense que Mark Zuckerberg a dit non, tu ne regarderas pas ces films, je ne te passerai pas de pub. Et du coup, ouais, je pense que je regarderai Wake Up Dead Man. Tu me l'as bien vendu. Ok, bah cool. Je te propose qu'on fasse un petit aparté parce que par la suite, on parlera plus de films Netflix. Donc je propose qu'on fasse un petit aparté sur Netflix en lui-même. Puisque peut-être que vous l'avez vu dans l'actualité, mais Netflix vient de racheter Warner Discovery pour la maudite somme de 83 milliards de dollars. Une bagatelle. Une bagatelle. Disney avait acheté la Fox pour à peine 62 milliards de dollars, donc vraiment. Elon Musk Twitter pour 44 milliards. C'est ça. Donc là, je crois que c'est une des plus grosses, des plus gros rachats de l'histoire du cinéma qui ait jamais existé, et surtout la première fois qu'un studio de streaming possède un studio de distribution de cinéma.
ce qui peut potentiellement changer beaucoup de choses. On l'a dit à plusieurs reprises au cours de ce live, les films Netflix dont on a parlé ne sont distribués que sur Netflix et ont des sorties en salle extrêmement limitées. Donc à juste titre, il y a beaucoup de personnes à Hollywood qui se posent la question, une question qui est très légitime encore une fois, de est-ce que Netflix vient pas juste de tuer directement le cinéma? Et par cinéma, j'entends pas la production cinématographique, mais j'entends simplement les salles de cinéma en elles-mêmes. Parce que même si ils ont dit dans un communiqué que les films de la Warner qui sont en cours de production sortiraient effectivement au cinéma, rien ne nous dit que les films qu'ils feront eux par la suite sortiront réellement au cinéma, puisque rappelons que le but de Netflix n'est pas de produire des films, c'est de produire du contenu, qu'il soit bon ou pas bon, ils s'en fichent. Ils ont d'ailleurs été rejoints là-dessus sur Disney, parce que Disney a exactement le même concept. Beaucoup de personnes ont théorisé le fait que le contenu qu'on trouve sur les plateformes est un contenu qui doit être pas forcément bon, mais pas forcément mauvais. Il doit être suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de le regarder, mais suffisamment peu intéressant pour qu'on puisse faire autre chose à côté pendant qu'on est en train de le regarder. D'où l'idée de consommation et de contenu, non pas de film, mais simplement juste vraiment de trucs à regarder pour parler ensuite à la cafetière le lendemain matin au boulot. Donc moi, ça me désole un petit peu, ça, parce que je suis un fervent adepte de me déplacer pour aller voir des films, et je pense sincèrement que j'aurais peut-être mieux apprécié Frankenstein si je l'avais vu en salle obscure que si je l'avais vu sur mon canapé chez moi. Ça en dit aussi beaucoup long sur le futur, puisque maintenant les deux plus gros studios de production sont Netflix et Disney, et un jour il y en a un qui va forcément racheter l'autre, et ce qui signifie qu'il y aura un énorme monopole qui est de plus en plus présent chez des entités qui sont surpuissantes, puisque rappelons-le, maintenant Netflix possède tout le catalogue pardon, de la Warner, ce qui comprend du coup tous les DC Comics, tout Game of Thrones, tout Harry Potter, tout etc. Enfin bref, c'est un truc qui est vraiment... c'est devenu des monstres là. Littéralement, c'est devenu des monstres. Donc on dramatise peut-être un peu, mais faisons gaffe quand même, malgré tout. Alors Paramount n'a pas fait une contre-offre. Il me semble que Paramount était sur le coup, mais je crois que finalement c'est bien Netflix qui a eu le dernier mot. Cela dit, je ne suis pas certain que Paramount ce soit une très bonne idée qu'il l'ait non plus, puisque il me semble que c'est un sbire de Trump qui a racheté Paramount récemment. Donc on peut se questionner aussi sur l'avenir des productions Paramount, mais ça, pour le coup, c'est un autre sujet. Et un autre sujet qui divise également les foules, c'est celui-là. Oh, mais regardez qui c'est, ce monsieur barbu sur une table ronde. Oh là là. Alors, je ne l'ai pas vu du Tu coup. ne l'as pas vu Si tu arrives à en parler sans spoiler. Je vais réussir à en parler sans spoiler, promis, j'aurais craché. T'avais vu le premier ou pas? Oui. Oui, ok. Je l'avais vu à Pierre-Latte. Tu l'avais vu à Pierre-Latte, waouh. Et ben moi j'ai vu le deuxième Oui. à Pierre-Latte, écoute. Incroyable. Finalement, on est vraiment connectés. Finalement, on est tellement connectés, Clément. Écoute. Alors attends, on va quand même vérifier 2-3 trucs. Camelot, vol 2, hop, première partie. Pierre-Latte existe bien. Alors, Pierre-Latte, est-ce que ça existe? Alors, vous allez voir, ça va être rigolo. Camelot, deuxième volet, partie 1, réalisé par Alexandre Astier, avec un scénario de Alexandre Astier, avec une musique de Alexandre Astier, avec comme acteurs principaux Alexandre Astier. Voilà. Alors, moi personnellement, j'ai pas du tout aimé le premier volume que j'ai trouvé pas bon. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce sujet-là. Par contre, j'ai préféré le deuxième volet, qui est quand même bien mieux que le premier, mais qui n'arrive quand même pas à être un excellent film. Parce que Camelot, volume 2, c'est long. C'est très très long. En fait, en vrai, il y a des très bons gags dedans par rapport au premier où je trouvais que tous les gags étaient assez nuls. Là, on retrouve un peu l'esprit de la série avec des bons moments où on se marre bien. Mais entre ces bons moments où on se marre bien, des fois il se passe rien du tout et c'est long et poussif. Je me suis fait une réflexion pour quelqu'un qui fait de la musique, qui est censé être musicien normalement de base, car c'est le cas d'Alexandre Astier. Je trouve ça très dommage de n'avoir absolument aucun sens du rythme, parce que vraiment le film est extrêmement mal rythmé. Tellement mal rythmé que son film, il est obligé de le couper en 2 parties, et que cette coupure arrive d'une manière extrêmement brutale. J'ai jamais vu ça, vraiment c'est au milieu d'une scène, tout d'un coup c'est paf, c'est fin. Voilà. Et ça nous montre que, et ça m'arrache la gueule de le dire vraiment parce que je suis la dernière personne à dire ça, que en fait c'est bien parfois d'avoir un producteur qui est derrière toi et qui va te dire non, là il faut vraiment que tu retires 1 heure de ton film. Parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire avec Camelot volume 2, il fallait retirer toutes les scènes qui sont inutiles. Et Dieu sait qu'il y en a. Par exemple, je comprends pas son délire de
Dans le premier volume, déjà, il y avait ça, il y avait un groupe de jeunes nouveaux, là, probablement pour attirer un nouveau public. Je ne me souviens plus de ces gens. Ils s'expriment tous comme Ça, tu Bohort, viens de me donc ils sont pas rappeler. caractérisés du tout, parce qu'ils sont juste à parler en soutenu à longueur de temps. Ils sont joués la plupart du temps par ses propres enfants à lui, qui sont pas des mauvais acteurs, mais qui sont des acteurs de théâtre. C'est déjà un des problèmes du premier volet, c'est qu'ils mélangeaient acteurs de ciné et acteurs de théâtre, ce qui est quand même deux travails assez différents. Et là, on les revoit à nouveau, et vraiment, ils ont tout un arc narratif à eux, où il ne se passe littéralement rien, mais vraiment rien. Et bah, je sais pas, retire cet arc-là. Si tu veux vraiment build un arc et que tu veux vraiment faire ton film en 2 films, bah tu fais un premier arc d'un côté, un deuxième arc de l'autre côté. Et comme ça, au moins, ça se suit. C'est pas coupé toutes les 5 secondes. Un exemple là qui me vient maintenant en tête, c'est George Martin. George Martin, son tome 4 de Game of Thrones, il l'a écrit trop gros. Et en fait, en s'en rendant compte, il s'est dit, bah, je vais faire 2 tomes. Je vais faire le tome 4 et le tome 5. Et du coup, il s'est réparti par personnage. Il y a les personnages qui vivent leur aventure dans le tome 4 et les autres personnages qui vivent leur aventure dans le tome 5 de manière parallèle. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé de changer de personnage toutes les 5 secondes. Et tu peux rester accroché à ce qui se passe. Un autre défaut assez clinquant du film, c'est certains personnages qui ont été clairement nerfs par rapport à leur série. Je spoil pas vraiment, mais Méléagan, dans la série, c'est un dieu. Là, c'est un vieux monsieur sympathique. Voilà. Je suis mêlé à Il est là à faire gants. oh là là, balance l'eau. Oh non, un démon majeur. Que vais-je faire? Tu es un dieu, mec. Juste agis. Je ne sais pas. Cela dit, J'ai ça me pris permet 20 de. ans depuis la série. Non, mais c'est vrai, et l'acteur a vieilli, mais il reste toujours très charismatique et tout. Hein, mais juste, tu peux pas changer les caractéristiques des personnages comme ça, juste parce que ça te fait plaisir. C'est vraiment dommage. Par contre, parce qu'on va rester quand même sur un peu de positif, les costumes sont bien mieux que dans le premier. Dans le premier, ils étaient grotesques, même, j'aurais envie de te dire. Là, ils sont superbes. Les costumes sont impeccables. Et les effets visuels, qui, pareil, étaient grotesques dans le premier, sont excellents. Il y a notamment une scène pratiquement full en FX qui ferait pâlir des films hollywoodiens. Et ça, par contre, c'est très, 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 très cool. Cela dit, voilà. Dommage. Dommage parce qu'en fait, il fallait pas attendre 15 ans, quoi. Alors, je sais qu'il a eu des problèmes de droit et tout, mais en fait, la vibe, en tout cas, pour moi, la hype, elle est passée. Les paysages sont mieux. Oui, oui, les paysages sont mieux. Alors après, il a son kink de toujours constamment tourner à contre-jour ses personnages qui marchent. Moi, ça marche avec moi parce que c'est un truc que j'aime bien, mais ça arrive peut-être un peu trop souvent dans les 2h30 du film. Je sais pas si c'est vraiment 2h30, en tout cas, pour moi, c'est ressenti 2h30, 3h. Donc voilà. Et ouais, c'est dommage encore une fois. Voilà, voilà. Oui, il y a un autre truc qui m'a agacé, il faut quand même en parler. Le personnage de Arthur n'évolue pas, en fait. Moi, c'est ça le plus gros dommage que j'ai, c'est que en 6 saisons et 2 films, le personnage n'évolue pas. Et c'est triste. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est Astier lui-même qui n'évolue pas, puisque finalement, Arthur et Alexandre sont peut-être la même personne? Je ne sais pas, mais à un moment donné, bah, même si la dépression c'est un truc qui est chronique, dans la réalité, oui, effectivement, c'est vrai que tu vas retomber dedans, mais dans une fiction, il faut voir les personnages avancer à un moment donné, parce que sinon c'est vraiment, vraiment relou à voir. Aussi le personnage de Guenièvre, qui était la seule bonne chose du premier film, qui avait une très bonne évolution, là elle est de retour à case départ, comme si elle était dans la série. Donc en gros elle a fait ça, ouh, et après elle a fait ouah, comme ça. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'Alexandre Astier, mais écoute, voilà, le film est vraiment pas fou, mais il est mieux que le 1. Regardez-le pour vous faire une opinion, parce qu'avant tout c'est ce qu'il faut faire, je pense. Par contre, on va pouvoir passer au film suivant, si vous le souhaitez. C'est un film que j'ai énormément apprécié. Là, vous le voyez sur l'affiche, c'est extrêmement badass. Il y a un monsieur bizarre avec une épée plantée dans le sol, avec des pics, avec des nuages. On va parler de Predator Badland. Euh, Tu l'as vu Predator ou pas, Badland, Clément? Non, non, tu vois, c'est pareil, ça fait vu que j'ai pas le temps d'aller au ciné et que c'est un peu plus galère de trouver les films de manière, Ouais, de voilà. manière différente. Malheureusement, il m'est passé sous le nez au même titre que Camelot, au même titre que d'autres films que je voulais voir, mais voilà, Ok. malheureusement. Bah, tu vois, Predator Badland, c'est vraiment l'inverse de Camelot. Camelot, t'as l'impression qu'il dure l'éternité et c'est chiant. Predator Badland, il dure 107 minutes, donc c'est moins de 1h30. Enfin, c'est légèrement plus de 1h30. Oui. Et le temps passe comme ça.
ça s'arrête pas. Le film commence, il s'ouvre sur. T'as l'impression d'être dans Dune, t'as une espèce de voix qui est là qui fait comme ça, et t'as un scooter de l'espace sur une planète, t'as un mec qui descend, c'est un Predator, il tombe sur un autre Predator, il se fight pendant 10 minutes, c'est dantesque. Ensuite, t'as un autre Predator qui arrive, il se fight avec lui, je spoil pas, hein. Et puis après, du coup, il va se cracher sur une autre planète, il tombe par terre et il se fight contre des animaux à longueur de temps. Et c'est vraiment de la baston non-stop. Et franchement, t'as pas le temps de respirer, t'es vraiment dans le truc. Alors, je vous raconte quand même en gros ce que ça raconte. C'est l'histoire de Dek, qui est un Yotia, du coup, de la planète Yotia Pram. Donc, les Yotias, ce sont les prédateurs, qui aspire à gagner l'approbation de son clan, et particulièrement de son père, qui est le chef du clan. Malgré les avertissements de son frère aîné Quay, il jure d'être le premier à traquer avec succès le Kalish, une créature géante si terrifiante qu'elle fait peur à tous les Yotias. Donc du coup, Dek décide de se rendre sur Gena, la planète de la mort, où se trouve justement le fameux Kalish. Il va donc se cracher sur cette planète. Il n'a donc qu'un seul espoir pour s'en sortir, c'est tuer la créature ou mourir. Et pour l'aider dans sa quête, il va tomber sur une créature des plus improbables, un androïde de la Weyland Yutani. Je l'ai fait exprès. Un androïde de la Weyland Yutanis qui permet pour Disney de une bonne fois pour toutes fixer que Predator et Alien se passent dans la même diégèse. C'était déjà le cas avec Versus Predator. Avec AVP, ouais, tout à fait. Mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que AVP n'est pas canon, mais du coup, là, pour le coup, ça le devient automatiquement, parce que c'est la même société de prod qui a le. Ces gens sont de mauvaise foi. Je suis d'accord. AVP est très chouette, j'aime beaucoup AVP. J'ai vu le premier. Le premier, le deuxième c'est nul. Mais le premier est très cool. Et donc du coup, grâce à cet androïde qui est séparé de ses deux jambes, qui elle connaît extrêmement bien la planète, il va pouvoir relever différents défis pour pouvoir peut-être soit avoir l'approbation de son clan, soit former son propre clan à lui tout seul. Et en fait, ce que j'ai bien aimé moi dans Badland, et c'est ce qui a beaucoup été reproché à ce film, il a eu des critiques de genre oui c'est devenu woke parce que le Predator il est faible et il est handicapé, enfin il est handicapé, il marave sa gueule à un humain, hein. C'est juste que c'est un Predator qui est plus petit que les autres Predators. Et j'ai eu beaucoup de critiques de spécialistes de la SF, comme notamment le Nexus 6 ou le Fossoyeur de film, qui ont dit que le film ne respectait pas le concept d'altérité. Ce à quoi je me porte en faux complètement. Là où Alien Earth, dont on ne parlera que très très peu dans ce live, défonce l'alien et l'humilie pendant 10 épisodes, jusqu'à en faire un chien, là, le contre-pied que fait ce film, c'est de se dire juste, on va suivre le Predator. Parce qu'on n'a plus rien à raconter sur le Predator, à part voir son quotidien. Parce que c'est vrai que le Predator, on le connaît, il fait plus peur à personne, donc autant se mettre directement dans la peau de ce personnage-là. Et c'est en ça où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que l'altérité importe peu avec le Predator, puisque de toute façon, le Predator est symboliquement un humain chez qui tous les Potters ont été mis à fond. C'est un chasseur, c'est un prédateur ultime qui se veut au sommet de la chaîne alimentaire. Il est littéralement nous, mais en plus exacerbé. Et c'est quelque chose qui se ressent beaucoup plus dans les comics Predator. Et je pense, et je ne peux pas en affirmer avec certitude, que le réalisateur Dan Trachtenberg, qui avait déjà réalisé Prey, qui est extraordinaire, a beaucoup lu les comics Predator. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans ce film-là. Et j'ai beaucoup apprécié pour ça. C'est très fun. Ça cassera pas trop. N'y allez pas pour le scénario, hein. Le scénario, c'est un Predator qui tue des créatures. Mais c'est bien fait. C'est bien fait, et contrairement à ce que montre la bande-annonce, encore une fois, c'est tourné dehors. Et Dieu merci, c'est chouette de tourner des films dehors. Ce qui permet dehors, il était salué pour ça aussi. Ouais, Prey, il avait été tourné dehors, il avait été incroyable. Bon, là, ça se passe sur une planète extraterrestre, donc ça veut dire que le dehors est changé numériquement. Mais il y a toujours des créatures extrêmement dangereuses en arrière-plan, et ça, c'est vachement chouette aussi, je trouve. Donc il y a une ambiance particulière dans Predator Badlands que j'ai beaucoup appréciée. Là où par contre, j'avais vraiment pas trop aimé le film d'animation qui était sorti, mais on en avait déjà parlé la dernière fois. Je trouve que celui-là, il est fun, il est décomplexé, quoi. En plus, ils sont hyper malins parce que le film, il est interdit aux moins de 13 ans et pas de 18. Parce que comme il est sur une planète extraterrestre, il bute des aliens, donc il n'y a pas de sang, c'est du sang d'alien. Ah. Donc du coup, tu peux être interdit aux moins de 13 ans. Mais c'est hyper violent. Il y a des scènes, vraiment, les extraterrestres se font massacrer la gueule à coups de sabre ou d'explosifs ou de trucs comme ça. Et c'est un déchaînement de violence un peu jouissif. Et malgré tout, sur un Predator qui va apprendre que dans la vie, c'est bien de coopérer et de se faire des amis malgré tout. Parce qu'il y a quand même une petite morale
sympa. Donc Get to n'hésitez the pas, chopper! n'hésitez pas à aller voir Predator. On va retourner, et je me rends compte qu'on a fait pas mal de films français, on va retourner en France et on va parler de Jean Valjean, que j'ai vu au cinéma il n'y a pas très très longtemps. Donc Jean Valjean, qui est un personnage du roman de Victor Hugo, en personne, issu des Misérables. Alors, là où c'est différent des autres adaptations, c'est que Jean Valjean se concentre sur, je vais sûrement dire une bêtise, mais sur les 3 premiers chapitres du bouquin, je crois. Donc c'est seulement le moment où il quitte le bagne et où il va rencontrer, lors de ses pérégrinations, je tousse, un évêque qui va l'accueillir malgré le fait il soit un ancien bagnard, puisque tout le monde en fait le rejette. Mais l'évêque, lui, va littéralement lui ouvrir sa porte pour lui permettre de vivre, en fait, tout simplement. Et c'est un film qui est vraiment centré sur la rédemption, sur la seconde chance. Moi, je l'ai pas mal apprécié, ce film. Alors, il y a quelques longueurs dedans. Je l'ai vu avec quelqu'un qui n'a pas trop aimé, parce que justement, c'était trop long et elle trouvait que c'était sans intérêt. Ce que je peux comprendre toutefois, mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté très huis clos, théâtral. Donc, c'est avec. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, c'est de Éric Besnard. Et c'est avec Grégory Gadebois qui joue Jean Valjean, Bernard Campan, donc un des inconnus, qui joue Monseigneur Bienvenu, Isabelle Carré qui joue Baptistine, Alexandra Lamy qui joue Magloire, Dominique Pinon qui joue Boîte à mots, qui est un prisonnier du bagne. Il joue super bien, j'adore Dominique Pinon. Albert Dupontel qui joue un autre prisonnier et Patrick Pinot qui joue un vieux citoyen. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'acteurs au sein de ce film. Ce qui n'empêche pas d'être un très très bon film tourné dans le sud du coup de la France. Gadebois, il joue super bien le bagnard. Le mec vraiment qui est en mode qui est méchant, mais parce qu'on lui a appris à être méchant pour survivre au bagne. Campan, il campe à contre-emploi, parce que c'est censé être un comique, Campan à la base. Et là, vraiment, il disparaît dans le rôle de l'évêque. Il joue extrêmement, extrêmement bien. Et vous attendez pas à un truc d'action et tout, c'est vraiment juste souvent des gens qui vont parler ou ne pas parler autour d'une table à boire de la soupe. Mais c'est avant tout un film qui parle de rédemption. De rédemption, voilà, tout simplement. Donc vraiment un très très bon film, si je puis dire. Tac, 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 tac. Je sais pas si quelqu'un dans le chat a lu ou pas, enfin a vu ce film ou non. J'ai pas l'impression. Je vois qu'il y a mon double qui. Ah, il y a Zoro, pardon. Est-ce que l'histoire est quand même pour Predator, pardon. J'avais pas vu du tout vos différents messages. Est-ce que l'histoire est quand même intéressante pour Predator malgré toute cette baston? Oui, oui, l'histoire est sympa, mais enfin, si vous y allez, c'est pas pour l'histoire, c'est pour les scènes d'action. Enfin, en tout cas, moi je pense que c'est plutôt pour les scènes d'action. Le principe d'altérité, c'est d'être confronté à une créature qui n'a rien d'humain et qui est vraiment quelque chose d'extrêmement étrange, un peu comme dans le Alien premier du nom, où on ne savait rien de cette créature qui se mixait, même si elle était organique, par exemple, avec le vaisseau, ce qui lui permettait d'être réellement bah, un vrai cauchemar en fait sur pattes. Le premier Predator, c'est un peu ça aussi, puisque il est invisible, caché dans la jungle. Mais bon, ça fait 5 films maintenant qu'il est invisible, caché dans la jungle, donc c'était pas mal aussi de passer à autre chose. Et de rien du coup, Vex, car c'est toi derrière le pseudonyme de Tout et de rien live. Si tu as l'occasion de le voir, il me semble que tu avais bien apprécié Prey en plus, donc c'est le même réalisateur. Peut-être que ça te plaira également. En plus, c'est vraiment, ça permet de prendre son cerveau et de le mettre de côté en appréciant quand même malgré tout de jolies images. On va clôturer j'allais dire cette expérience, je sais pas pourquoi j'ai cette expérience, cette émission où je vais vous parler d'une dernière chose. Voilà, alors il y a pas très très longtemps, j'ai participé au 27e rencontre des cinémas d'Europe à Aubenas. Donc Aubenas, c'est un bled qui est situé en Ardèche. Et les rencontres des cinémas d'Europe, c'est une semaine généralement où il va y avoir des films du coup européens qui vont être présentés. Donc quand je vous dis européens, c'est vraiment de toute l'Europe. Donc il y a Irlande, Grèce, France, pays scandinaves, etc., etc. Et c'est souvent des films qui sont un petit peu entre guillemets d'art et d'essai. Et c'est un moment aussi qui est intéressant pour pouvoir découvrir
des films qui sont un peu différents de ce qu'on peut avoir en salle la plupart du temps. Et moi, j'étais là-bas en tant que bénévole, donc j'ai produit 2-3 petits trucs annexes. On en parlera peut-être une autre fois sur cette chaîne. Mais donc du coup, pendant les rencontres des cinémas d'Europe, je suis donc allé au cinéma pour voir des films. Alors j'en ai écrit un léger petit article ici que je vais me permettre de vous lire si vous en avez le temps, car j'ai pu voir là-bas 10 films européens. Le premier film que j'ai vu, c'est Marcel et Monsieur Pagnol, qui est un film d'animation sur la vie de Marcel Pagnol, qui prend la forme d'une discussion entre lui vieux et son lui enfant du passé. Ce sont les animateurs des Triplettes de Belleville qui ont réalisé ce film. Je sais pas si tu connais les Triplettes de Belleville, Clément. Oui. Ouais. Ouais. C'est un super film d'animation. Dans le chat, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille très fortement. C'est un film d'animation français qui est super. Et donc du coup là, c'est les animateurs des Triplettes de Belleville qui ont fait ce film. C'est un très beau film. J'ai honnêtement pas mal chialé devant. L'animation des personnages est un peu bizarre, mais les arrière-plans par contre sont incroyables. J'ai aussi appris plein de choses sur Marcel Pagnol. J'ai un peu honte d'ailleurs d'avoir appris des choses sur Marcel Pagnol. Tiens d'ailleurs, on va tester un peu pour voir si je suis le seul à être à ne pas avoir de connaissances. Pour toi, Marcel Pagnol, c'est Quoi, attends. c'est qui, Clem? Enfin, il fait quoi dans la vie? Tu demandes ça à quelqu'un qui a eu 5 au bac de français. Ah, mais pour toi, c'est un écrivain, on est d'accord? Oui. Ouais, et bah en fait non. Ouais, c'est un effet Mandela en fait. Ouais, ça, c'est un effet Mandela. Ouais, c'est un effet Mandela de ouf. En fait, il est pas du tout écrivain. Enfin, il a été sur la fin de sa vie, mais en réalité, il est cinéaste. Il est réalisateur. C'est pour ça que c'est un film qui parle de film. Il a été réalisateur sur une grande partie de sa vie. Il a même bossé avec la Paramount et les Américains. Il a produit plein de films. Il avait ses propres studios de cinéma dans le sud de la France. Il n'a pas voulu collaborer avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt chouette. Merde, j'ai dit le N-word. J'espère que ça va pas nous censurer, pardon. Avec les Allemands, pardon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était à la pointe de la technologie du cinéma en France pendant les années 30. Donc franchement, parcours assez dingue, je l'ignorais totalement, peut-être que dans le chat vous le saviez, mais si vous aimez l'animation et si vous aimez le cinéma et si vous aimez Marcel Pagnol, franchement regardez ce film, il est extrêmement chouette. Le second film que j'ai vu, c'est Le Chant des Forêts, qui est un film de Vincent Munier, qui avait déjà réalisé auparavant La Panthère des Neiges. Vincent Munier, c'est un photographe du coup animalier, hein. Cette fois-ci, il part en famille avec, donc du coup, ils sont sur 3 générations. Il y a le grand-père, le père et le fils, sur les traces du grand tétra, qui est un oiseau que tu connais bien, je pense, Clément, puisque c'est un oiseau du Paléolithique supérieur qui vit encore aujourd'hui dans nos contrées. Saviez-vous le saviez-vous, le grand tétra a été faffé par les humains au Paléolithique. Le rhinocéros, les deux. Et il a une corne qui est plus. J'aurais aimé vous parler de préhistoire aujourd'hui, mais je n'ai pas pu voir un peu de Préhistorique Planet saison 3. Moi, j'ai vu 3 épisodes de Préhistorique Planet, mais on prendra notre revanche sur ça à un moment donné, si tu veux. Ouais. J'ai pas mal, justement, j'ai hâte que tu le vois, parce que j'ai pas mal de questions à te poser, parce qu'il y a des trucs qui m'ont semblé what the fuck. Moi, je n'ai pas Apple TV, donc je veux bien des infos. Je n'ai pas Apple TV non plus, et je te dirai où on peut trouver ce film et quel poulet il faut sacrifier pour l'obtenir. Je vends mon âme. Oh, Satan, accepte cette offrande pour regarder Préhistorique Planet. Non, donc du coup là, en gros, le grand tétra a disparu des Vosges, et malgré tout, ils vont essayer de partir dans les Vosges pour essayer d'en trouver, parce qu'ils sont obsédés par cette rencontre avec le grand tétra. Le film, il est fou. Si vous aimez les documentaires sur la nature, et si vous aimez la photo, allez voir ce film, parce que c'est littéralement juste de la photo pendant 2 heures. Chaque plan est incroyable. Moi j'ai énormément, je vais dire ça beaucoup, hein, mais j'ai beaucoup chialé devant et j'ai eu envie de demander pardon à la forêt d'être un humain de merde. C'est un gros coup de cœur, vraiment il faut absolument le voir. Ce film il est extrêmement bien. Donc film français aussi également. Alors vous allez me dire, oui, le mec il va au film des festivals d'Europe pour aller voir des films français, super. Mais je suis aussi allé voir Peacock, qui est un film autrichien, qui raconte l'histoire d'un homme qui bosse dans une agence qui loue des amis. Donc en fait, en gros, vous pouvez appeler l'agence et dire bonjour, j'ai besoin d'un ami pour ce soir, ou alors j'ai besoin d'un faux fils, ou alors j'ai besoin d'un faux père, ou d'un faux mari, etc. Il est surtout loué par la grande bourgeoisie.
Et en fait, on va suivre la descente aux enfers de ce héros qui se rend compte qu'à force de jouer un rôle, il ne sait plus lui-même qui il est, ni même si ce qui l'entoure est réel ou non. C'est une forme de tragique-comédie absurde, très germanique dans sa manière d'être. C'est sympa, mais il y a pas mal de longueur et ça se termine en eau de boudin, littéralement. Ça se moque aussi pas mal du milieu de la bourgeoisie et aussi un petit peu de l'art contemporain sur la fin. Je vous spoile pas, la dernière scène, elle est incroyable, de ridicule, mais le film est très très chouette. Le vrai coup de cœur que j'ai eu au cours de ce festival, c'est, petite pause pour le suspense, Kneecap, qui est un film irlandais du Nord sur le groupe de rap gaélique Kneecap. C'est pas une biographie, mais c'est plutôt une fiction sur le début du groupe, un peu comme Orelsan avait fait avec Comment c'est loin, que j'en profite pour vous conseiller d'ailleurs. Là, ça parle de culture en déclin, puisque c'est l'histoire de deux jeunes dealers qui rencontrent un prof de musique dans la crise de la quarantaine. Ils décident tous les trois de former un groupe de rap contestataire pro-républicain irlandais en langue gaélique pour promouvoir la culture irlandaise et montrer aux Britanniques que le gaélique n'est pas une langue morte. Alors petit récap, quand on est républicain en Irlande du Nord, ça ne veut pas dire qu'on est pro-Trump, ça veut dire qu'on est pro-république. Donc on veut quitter la monarchie britannique et se mixer avec la République irlandaise du Sud. Le film est vraiment très très cool. Si vous aimez le rap et si vous aimez l'Irlande, je pense que c'est un incontournable, malgré quelques moments qui sont un peu cringeos, mais après ça fait partie de l'univers du groupe à ce niveau-là. Les trois rappeurs jouent extrêmement bien leur propre rôle pour des gens qui font pas d'acting et les autres acteurs secondaires jouent aussi extrêmement bien. Et en petit bonus, il y a Michael Fassbender qui joue dans le film, puisque rappelez-vous, Michael Fassbender est allemand et irlandais, et lui il joue un ancien membre de l'IRA, de l'Irish Republic Army. Donc le film est vraiment très très chouette. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, je ne peux que vous le conseiller. je, je vois que le chat est outré que je t'ai fait un test, Clément. Oui, j'ai le soutien du chat, hein. Des mots ont été prononcés. Je vois ça. Les PTSD du bac, au secours. Tiens, à propos de PTSD, un autre film que j'ai vu, c'est Deux procureurs, qui est un film russe qui se passe en 1937 pendant les purges staliniennes. Transition. Un procureur se rend en prison pour écouter le témoignage d'un détenu qui souhaite témoigner des violences du NKVD. C'est le film le plus austère que j'ai vu de mon existence. Et pourtant, pour l'expérience de vivre un enfer administratif soviétique, je ne peux que vous le conseiller, mais accrochez-vous parce que c'est littéralement un film sur l'attente. C'est-à-dire qu'en gros, le procureur est constamment en train d'attendre dans une salle d'attente pour qu'on veuille bien accepter sa requête pour qu'il puisse passer à la prochaine salle d'attente. Et à la fin du film, le film se termine, tu te dis ok, tout ça pour ça. C'est-à-dire que le film aurait pu être réglé en 2 secondes, mais à cause de l'enfer administratif, c'est réglé en 2 heures. Donc c'est un film sur l'attente qui, malgré tout, et je sais pas comment c'est possible, parce que moi c'est mon pire cauchemar de passer ma vie à attendre. Malgré tout, j'ai pas vu trop le temps passer. Donc voilà, c'est peut-être le film que je vous conseillerais le moins, mais qui est quand même une expérience cinématographique, si on peut appeler ça comme ça. Retour en France, du coup, Cocorico, on va parler de Arco, premier film d'animation de l'auteur de BD Hugo Bienvenu. Hyper abouti d'un point de vue animation, il est super, très inspiré des studios Ghibli, je trouve, avec une esthétique vraiment très très belle, un scénario extrêmement chouette, très dans une vibe solarpunk, pour ce que ça veut dire. Bref, je vous le conseille, ça raconte l'histoire d'un enfant dans le futur qui chope la machine à voyager dans le temps de ses parents et qui s'écrase dans un futur proche d'une autre, où le monde est littéralement en train de brûler. Et en fait, sa machine à voyager dans le temps est perdue, et il va essayer de la retrouver, et d'essayer de survivre dans ce monde qui n'est pas encore post-apocalyptique, mais qui est en train littéralement de chuter. Donc c'est un film qui parle d'écologie et de comment est-ce qu'on s'en sort, d'où la vibe un petit peu solarpunk, puisque lui vient d'un futur où les humains s'en sont sortis, justement. Donc ça rajoute un peu d'espoir. Alors que le film suivant, lui, n'en rajoute pas du tout, puisqu'on va parler ensuite de Dossier 137. Peut-être que vous en avez entendu parler, puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est par le réalisateur de La Nuit du 12 que j'en profite pour vous conseiller, qui est un film sur une enquête policière, sur un assassinat malheureusement réel qui a eu lieu aux alentours de Grenoble.
C'est un film qui était très très dur déjà aussi, mais qui était extraordinaire sur le quotidien de la police. Et là, Dossier 137 revient en 2018 sur les manifestations des Gilets jaunes. Le film plonge dans le quotidien des flics de l'IGPN. C'est un film d'actualité qui est encore plus dur à regarder que La Nuit du 12. On en ressort avec un goût amer. Mais à l'époque où la police agit avec de plus en plus d'impunité, ce film est, je pense, réellement un incontournable pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Enfin, on termine avec un film qui est un peu plus what the fuck, mais aussi français, Fragment d'un... on termine pas d'ailleurs, il m'en reste encore un derrière, je crois. Oui, il m'en reste encore un derrière. Un film qui est très what the fuck, film italien, qui est en fait un documentaire. En gros, c'est une réalisatrice qui a filmé sa vie amoureuse de ses 16 ans à aujourd'hui. Et de nos jours, elle fait faire des interviews de ses ex et mixe ses images d'archives avec les interviews. Ça, c'est vraiment le film le plus d'art d'essai que j'ai vu au cours de ce festival. J'y suis allé un peu en mode on va aller voir un truc chelou, mais en fait, au final, j'ai bien aimé. C'est un film qui parle d'amour, de relations toxiques, de rapport à la vie sentimentale, à ses ex, etc. Si ça vous tente, vous pouvez essayer. De toute façon, en vrai, il dure 1h20, il me semble, donc c'est assez rapide. Mais c'est assez intéressant quand même. Et le dernier film donc, que j'ai vu, c'est Baise en ville, qui est l'histoire d'un mec de 25 ans un peu paumé qui, pour récupérer son bouchon de bain que sa mère lui a volé, cherche à trouver du travail. Mais pour avoir du travail, il faut un permis, et pour avoir le permis, il faut du travail. Retrouvé coincé dans un paradoxe qu'Orelsan avait déjà évoqué il y a 10 ans, le héros ment à un entretien et décroche un taf. Mais pour le coup, c'est un taf qui nécessite une voiture, car chaque jour, il doit être dans un endroit différent. Allié de sa monitrice d'auto-école, il décide alors de s'inscrire à un site de rencontre pour dormir chez les filles avec qui il va sortir. Ce film, je sais pas trop si je l'ai aimé. Il est très drôle par moments, mais aussi extrêmement cringe à d'autres moments. Mais vraiment la cringitude à son maximum de cringe. Le héros me fait beaucoup de peine parce qu'il est malmené dans tous les sens par tout le monde dans le film. Il n'accomplit jamais vraiment rien. J'ai même trouvé certains moments qui étaient assez limites avec lui et d'autres personnages. Bref, vous pouvez le voir pour vous en faire une idée si vous n'avez pas peur de l'humour cringeos. Voilà, mais c'est pas le film que je vous conseille le plus dans cette liste de films là. Voilà, voilà. Je vais laisser passer A38, dirait Cactus. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon des 27e rencontres des cinémas d'Europe. Je sais pas si tu as envie de rajouter une dernière chose avant qu'on arrête ce live, mon très cher Clément. Non, je crois pas. En tout Ok. cas, c'était cool. Bah, On c'était a très très parlé de cool de plein faire ça de avec choses. toi en ta Ça compagnie. m'a motivé aussi à voir des films que j'ai pas eu l'occasion de voir. Il faut que je trouve du temps. C'est le plus dur, c'est de trouver Et du temps. cette semaine, je vais pas avoir le temps. Tous les soirs, demain, c'est repodcast. Mais oui, Demain, c'est CR. on en profite d'ailleurs pour le dire. Si vous avez bien aimé Oui. ce live, demain on est en live pour la fin de la saison 6 de Tout et de Rien. Il va y avoir des jeux, du fun. Ça va être très très chouette. Donc il y aura le retour de Clément. On aura aussi l'ami Faldor qui sera parmi nous. Et enfin Mika qui nous fait l'honneur d'être parmi nous également demain soir, 20h, même heure. Soyez nombreuses. N'hésitez pas à être là. Dans tous les cas, avec Clément, on se retrouvera probablement pour les sorties de l'hiver, donc aux alentours de mars 2026. Parce que je pense que maintenant, à mon avis, ça va se faire comme ça. On espère que... On va faire les sorties saisonnières. C'est ça. On espère que ça va vous plaire, enfin que ça vous ira. J'aimerais aussi remercier le chat qui ce soir était extrêmement nombreux. Donc franchement, merci beaucoup le chat d'avoir été là, d'avoir accepté de venir, d'avoir discuté avec nous. C'était vraiment très cool. Moi personnellement, j'ai passé un excellent moment. Et dans tous les cas, on vous dit à très très vite. Ciao ciao. Est-ce que tu es toujours là, mon doppelganger? Je n'ai pas vu ton message. En off. Tu lui as dit en off. Non, mais il a dû partir. Attends. Oh, le passif agressif à la fin. Je mettrai le replay. Merci, Marc. Oui, t'es là. Tu voulais savoir. J'ai dit quoi? J'ai dit que c'était sympa, mais sans plus, Nero. Ça a vraiment duré pas très très longtemps.
toute façon, je pense que je vais poster le replay demain sur la chaîne. En tout cas, merci d'être passé, Vex. C'était très très cool de t'avoir aussi. Je sais que tu es un fervent écoute, ça veut rien dire, auditeur, pardon, de ces coups critiques, donc ça me fait toujours plaisir de t'avoir parmi nous sur le live, sur les lives de la chaîne qui est ta chaîne, rappelons-le, car en réalité c'est Vex qui est le vrai maître de la chaîne Twitch de tout et de rien. Et je propose qu'on l'applaudisse. Clap, 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 clap. À plus du coup Vex, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Gros bisous.